Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël Coutinho et je suis ravi de vous annoncer aujourd'hui la sortie de TK8, une version très attendue pour laquelle je vous propose de découvrir ensemble les nouveautés. Pour de multiples raisons, il aura fallu plus d'un an de travail acharné de la part de Tony Kuiper pour cette nouvelle mouture. Sachez que tous les affiliés, moi y compris, ont participé étroitement avec Tony pour faire évoluer l'outil et nous sommes extrêmement satisfaits du résultat. Pour information, Adobe a décidé de progressivement mettre au rebut l'ancien système d'extension appelé CEP pour une nouvelle version appelée UXP. Je vous passe tous les détails, mais cela explique que le plugin a mis plus de temps à être développé que d'habitude, notamment parce qu'il a dû être refait, si vous voulez, à partir d'une feuille blanche, pour assurer une transition dès maintenant et surtout une meilleure durée de vie. Je précise que TK8, comme toutes les extensions UXP, n'est compatible qu'à partir de Photoshop 2021. TK8 reste néanmoins toujours disponible sous Windows comme sous Mac et compatible également avec les puces M1 de ces derniers. Bien que la grande majorité des fonctions de TK7 soient conservées dans TK8, et puisque l'interface graphique a complètement été revue, de 5 modules nous passons maintenant à 3. Le Rapid Mask disparaît pour fusionner avec le module Go dans le nouveau module Multimask. En ce qui concerne Combo et CX, toujours le même fonctionnement, mais un certain nombre de fonctions du batch y ont été incorporées. On se retrouve donc sous Photoshop avec ces 3 extensions ouvertes. Comme vous pouvez le constater, les boutons sont en général plus gros, il y a beaucoup moins de texte et je trouve qu'on est sur une interface vraiment plus conviviale à utiliser. Je tiens aussi à préciser que les utilisateurs habitués des précédentes versions de TK n'auront aucune difficulté à s'adapter à cette nouvelle version de TK8 tant la logique et la disposition des boutons restent dans le même esprit. Au chapitre des nouveautés présentes sur les 3 modules, les 3 extensions, sachez que l'aide contextuelle que vous pouvez voir ici apparaître en blanc sur fond gris est par défaut présente sur tous les modules. Pour la désactiver, il conviendra de venir dans les options et de désactiver l'aide contextuelle. Mais elle sera toujours présente si vous maintenez la touche Alt ici en survolant. Si je lâche la touche Alt, elle n'apparaît plus. Nous avons également désormais de nouveaux messages d'erreur qui seront traduits, ainsi qu'un nouvel indicateur de sélection, qui, comme vous pouvez le constater, est plus visible et je trouve aussi plus agréable. Après avoir parlé de ces nouveautés d'ordre global, donc qui concernent l'ensemble de ces 3 modules, de ces 3 extensions, je vous propose de passer sur les nouveautés du combo et du CX. Comme d'habitude, le combo et le CX sont exactement les mêmes modules, ils ont juste une forme, donc une empreinte différente, pour s'adapter par exemple à un simple écran ou un écran peut-être un petit peu plus petit sur éventuellement un PC portable, ou tout simplement parce que vous avez une préférence envers l'un ou l'autre. Personnellement, moi je me sers pratiquement que du combo, mais c'est vraiment propre à chacun, et justement l'idée c'est d'avoir un choix pour ses propres besoins. Partant de là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va avoir un certain nombre de nouveaux boutons. Le premier consistera à pouvoir choisir le mode lumière linéaire dans la zone des modes de fusion. Le second est encore une fois un raccourci pour la sélection de sujet, un autre pour la sélection du ciel, un pour faire un contour progressif sur une sélection. Nous avons 2 boutons qui sont donc étendre et contracter la sélection, et un bouton de transformation manuelle. Si vous avez la flemme de faire CTRL-T, il est super pratique. L'avantage de tous ces boutons, si vous voulez, c'est de pouvoir se substituer à certains raccourcis clavier, ou pour ceux qui ne les connaissent pas, de justement utiliser ces boutons comme ça, ou tout simplement d'éviter plusieurs clics dans un menu de Photoshop ou quoi. C'est vraiment toujours l'idée d'avoir ce panel de boutons à disposition pour gagner du temps, pour gagner 2-3 clics, mais à la fin de 2 ou 3 heures de post-traitement, c'est pas rien. On a également 2 nouveaux calqueurs de réglage ici dans le menu des calques de réglage. Il s'agit du courbe de transfert de dégradé ainsi que de couleur unie. Pour finir, côté bouton, sachez que si vous faites un CTRL-clic ici sur le bouton de Enregistrer pour le web, vous aurez accès à l'interface d'exporter sous de Photoshop. Concernant les actions TK, il y a 4 nouvelles choses à mentionner. L'apparition de remplissage des pixels transparents, qui nous permettra de remplacer des zones vides, par exemple dans le cas d'un focus stacking ou d'un panorama, à l'aide de la fonction remplir d'après le contenu. Vous avez également une nouvelle action qui est aligner plus focus, donc qui consiste à utiliser la fonction déjà existante aligner, et également celle de focus stacking, mais les deux en un seul clic. On notera aussi l'apparition de la case à cocher, remplir pixel transparent, qui combine remplir pixel transparent avec aligner au focus stacking ou aligner plus focus.
Dernière chose, lors d'un contrôle ou commande clic sur clarté, vous pourrez faire l'action de clarté mais sans utiliser l'objet dynamique, ce qui permet que ce soit plus rapide, bien que ça ne vous permette pas de revenir dessus ultérieurement. Voilà pour ces quelques nouvelles actions. Avant de passer à la suite, et même si ce n'est pas une nouveauté à proprement parler, je vous rappelle que l'on peut marquer les boutons dont on se sert le plus à l'aide d'un clic droit comme ceci, dans n'importe lequel des deux modules, que ce soit le combo ou le CX évidemment. Et voilà, c'est plutôt redoutablement pratique pour identifier ceux dont on se sert le plus fréquemment. Je vais d'ores et déjà fermer le CX qui ne me servira plus, je vais faire la suite de la présentation avec uniquement le combo. Je vous propose maintenant de parler de la nouvelle fonction filigrane qui va servir à incruster de manière automatique un logo dans votre image, de manière super simple. Elle se trouve donc ici. Et vous avez un endroit où choisir ici votre fichier, vouloir intégrer ou lier, vous avez les deux options. Choisissez également ici sa position, vous avez 9 emplacements disponibles. Vous pouvez mettre en pixels ou en pourcentage de l'image, la marge à laquelle vous voulez que votre logo soit écarté du bord en question, et ici la taille du logo. Je vous épargne pas mal de détails, mais si je fais appliquer ici, mon logo va être incrusté dans les paramètres que je vais demander. Je vais fermer cette interface, donc ce sous-module, venir effacer ici le calque de signature qui a été calé, et je vais vous montrer une seconde fonction de ce filigrane qui, pour nous éviter de rentrer dans ce sous-module, on peut tout simplement venir faire un CTRL-clic ici et il fera les paramètres qui ont été enregistrés lors de la dernière utilisation. Et voilà, de la même façon, j'ai ici ce calque avec mon petit logo, mon petit filigrane qui est intégré. Donc c'est très puissant et vous verrez plus tard qu'on peut le combiner avec des exports. Parlant d'export justement, je vous propose de découvrir les nouveautés du module NetTWeb qui a été largement amélioré avec un certain nombre de nouvelles fonctions qui est désormais extrêmement puissant. Du coup, je pense qu'il sera nécessaire de faire une vidéo dédiée à ce sujet. Ça se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, ça prend désormais beaucoup plus de place, il y a bien plus de fonctions. Pour faire court, on va avoir de nouveau la possibilité de renommer le fichier, d'y ajouter un préfixe, un suffixe, de pouvoir traiter tous les documents ouverts comme on pouvait le faire précédemment dans le batch. On a la possibilité d'incruster automatiquement un filigrane, un enregistrement automatique et une fermeture automatique. Le tout qui va être chapeauté par une possibilité de 4 pré-réglages qui vont s'avérer très utiles. Nous pouvons toujours appeler une action supplémentaire. On peut sortir en PSD, en TIFF, en PNG et en JPEG dans une douzaine de qualités différentes. On peut choisir d'envoyer vers un dossier précis dans le cas d'un enregistrement auto. Toujours appliquer le redimensionnement en vertical, en horizontal ou adapté par rapport aux deux dimensions renseignées ici. Et on a la possibilité également d'enregistrer des pré-réglages sur l'un de ces 4 boutons. Donc là, j'ai un export standard avec hauteur-largeur 1024, mais que je sors généralement en adapté, avec l'opacité du calque de netteté à 50%, un filigrane configuré comme ceci. Et si je fais adapter, je vais exporter tout ça. Enfin, je dis exporter. Redimensionner, appliquer le logo, appliquer la netteté. Pour le coup, là, j'exporte pas. Je pourrais venir le faire ici avec ce bouton. Voilà ce que ça me fait. Je le ferme. Et si je décide de garder ces réglages pour une utilisation ultérieure, je viens ici sur mon premier bouton, ça peut être n'importe lequel des 4, CTRL, commande, je clique dessus, il va me demander de le renommer. Là, on peut mettre malheureusement que 2 lettres. Je vais mettre A, on s'en fiche. Hop. Et admettons que je souhaite faire exactement la même chose, mais sans filigrane cette fois. Je décoche filigrane, je viens ici sur le 2. Hop là. Je vais l'appeler, A2. Je l'enregistre. Et vous voyez que si je passe de l'un à l'autre, il va venir appliquer mes paramètres. Donc là, il n'y a que le filigrane qui change. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Donc ça prend en compte n'importe laquelle des cases ici cochées, n'importe laquelle des champs ici saisis, également le dossier de destination quand on choisit un avec enregistrement auto, et tout ce qui est filigrane.
Donc c'est redoutablement efficace pour par exemple exporter vers Instagram en 1080 avec le logo placé, ou pour votre site web, et tout ça avec simplement un ou deux clics à chaque fois. J'ajoute quand même que vous pouvez remettre à zéro les pré-réglages en faisant un clic droit dessus, et que l'on peut relancer la dernière action NetTWeb du menu sans rentrer dans le menu en faisant comme pour le filigrane un contrôle-clic sur le bouton. Ce nouveau module NetTWeb est un des points où j'ai effectivement pas mal participé et collaboré avec Tony pour mettre toutes ces options en place. Pour rien vous cacher, je lui ai bien cassé les pieds, mais je suis vraiment très content du résultat. Je vous propose de passer à la nouveauté suivante, et j'imagine que les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué ce cadre bleu autour du bouton de création d'objets dynamiques. Il s'agit d'un indicateur d'objet dynamique. Il sera donc en bleu lorsque le calque actif est un objet dynamique et que cet objet dynamique contient un fichier RAW. Ce qui est le cas ici dans l'image actuelle, qui, bien qu'elle soit un TIFF, a été chargée à travers Camera Raw. Il pourra aussi être orange, ce qui signifiera que c'est un objet dynamique contenant un fichier RAW, mais que celui-ci est lié à un autre objet dynamique de la pile de calque. Et pour finir, il sera rouge lorsque l'objet dynamique ne contient pas un fichier RAW. C'est évidemment super pratique pour les utilisateurs d'objets dynamiques, dont je fais partie, et je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Je vais ici dupliquer le calque actif. Il faut savoir que la fonction dupliquer sur un objet dynamique avec TK8 va invoquer la duplication par copier, ce qui fait que les deux objets dynamiques ne sont pas liés. Et c'est pourquoi les deux apparaissent ici en bleu. On va supprimer celui-là. Je vais faire depuis ici une copie de celui-ci. Par contre, Photoshop, par défaut, si on ne vient pas chercher avec le clic droit, va faire une copie liée des objets dynamiques. Ce qui explique pourquoi les deux sont donc désormais en orange. Et dès lors que j'en supprime un, puisqu'il n'y a pas d'autres calques liés, d'autres calques d'objets dynamiques liés dans la pile de calques, il redevient bleu. Et si par exemple je fais un nouveau calque d'après les calques visibles, que je transforme en objet dynamique, donc là on ne part pas d'un RAW, du coup ce calque obtient l'indicateur rouge, ce qui signifie que c'est un banal objet dynamique. Je viens de le supprimer. On en a presque fini avec le combo et le CX. Je vais tout de suite vous montrer la nouvelle façon d'ajouter des actions personnelles au module, qui est beaucoup plus facile désormais et qui permettra virtuellement de mettre un nombre illimité d'actions. Donc ça se passe toujours ici dans le petit sous-menu des actions personnelles. Alors là j'en ai déjà quelques-unes. Ce que je peux faire, c'est vous montrer comment en virer. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Donc on clique bien sur moins et on va sur l'action qu'on veut enlever. Et pour en ajouter, évidemment on va sur le plus. On vient choisir celle qui nous intéresse. Alors c'est pas celle-là que je voulais mettre. Je vais mettre plutôt ici. C'est ça que je voulais. Voilà. Et puis tout est rangé après ici dans le module, aucun problème. Et pour boucler les nouveautés donc, de ces deux modules jumeaux, je vais vous montrer un petit peu les paramètres. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment désactiver l'aide contextuelle. On peut également désactiver l'indicateur de sélection. On peut aussi désactiver l'indicateur d'objet dynamique. On peut fermer automatiquement à la fin d'une action TK le menu d'action TK. Et idem pour celui des actions utilisateurs, que j'ai nommé ici User. Je vous propose maintenant de passer au module Multimasque, qui est en quelque sorte un module Go avec une toute nouvelle interface et quelques fonctions héritées du RapidMask. On a donc cette nouvelle interface avec 12 boutons en haut, dont 6 pour générer des masques basés sur les valeurs pixels de l'image. On a donc masque de luminance, masque de zone, masque de couleur, masque de saturation et vibrance, masque basé sur le calque de réglage noir et blanc, et masque de contour. L'interface de génération des masques a également évolué, notamment la partie modification et la partie sortie. Dans les nouveautés à noter, le calculateur est désormais situé dans la partie sortie. Nous avons désormais la possibilité de modifier via des courbes au niveau avec un affichage en temps réel. Et pour finir, la sortie ajustement couleur. Ajustement couleur que nous retrouvons également ici. De l'autre côté, nous avons bien mes couches. Et en bas, nous avons le mode masque de fusion, ainsi que l'édition de sélection et la section action bonus. Le dernier bouton consiste à pouvoir régler les paramètres du module. La fonction d'ajustement couleur permet de travailler les couleurs comme s'il s'agissait d'un calque de réglage, à l'aide d'une roue chromatique sur les 3 zones de l'image. Donc on a les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs. Pour vous en servir, il faudra d'abord créer ici un nouveau calque d'ajustement couleur, nommé Color Grading.
Vous pouvez après faire les ajustements qui vous intéressent. Donc là, on va les tripoter un petit peu les tons moyens. On va peut-être essayer de les réchauffer ici. Tout de même dans le jaune. Voilà. C'est bien fort. On va redescendre un petit peu. Bon, c'est juste pour l'exemple, encore une fois. On va aller dans les tons clairs, que je vais aller pousser dans le rouge. Si mon clic veut bien attraper le petit carré. Et vous voyez qu'on a pu changer tout ça. On pourrait venir éventuellement refroidir un petit peu dans les tons foncés. Bon, ça ne sert absolument pas cette image, mais voilà. On peut aussi regarder ces trois tons ensemble avec ce bouton, ce qui permet de les réajuster en jetant un petit coup d'œil aux trois en même temps. Pour remettre à zéro ces ajustements, on peut faire un clic droit sur les tons foncés, tons clairs et tons moyens, mais on peut également le faire sur les trois d'un coup. On va fermer ce calque. Et pour vous présenter la section édition de sélection, je vous propose d'abord de faire une sélection automatique de ciel à l'aide de ce bouton qui utilise donc la fonction Photoshop. Et une fois qu'on a cette sélection, c'est vrai qu'on s'aperçoit que malgré qu'elle soit indiquée avec ces petits pointillés sur l'image, c'est pas forcément très précis, hein. On ne voit pas, à moins de la transformer en masse de fusion sur un calque de réglage par exemple, on ne va pas vraiment pouvoir la visualiser. Et c'est justement à quoi sert cette nouvelle fonction d'édition de sélection qui va nous permettre d'éditer cette sélection, comme son nom l'indique, mais de manière très visuelle sur un masque de fusion. Donc là, si par exemple je veux supprimer ici en bas les petites choses noires, grises qui dépassent, et marquer un petit peu mieux le ciel, on va utiliser une fonction de Dodge and Burn. Hein. Hop, on peut venir nettoyer tranquillement ça ici, même venir dans les cailloux, c'est super pratique et rapide comme ça. Et dans l'autre sens, on va venir blanchir un peu plus le ciel. Voilà. Et donc là, on a édité visuellement cette sélection. On peut venir la repasser en sélection. Et ça peut servir, par exemple, à venir mettre un calque, je sais pas, de courbe, pour changer. Vous voyez? Et donc là, on a ça. C'est donc très pratique pour éditer une sélection de manière visuelle avant de la déployer, par exemple. A l'inverse, si j'ai déjà un masque de fusion sur un calque de réglage, par exemple, ou tout autre type de calque, hein, mais tant qu'il y a un masque de fusion, je peux venir me servir ici du mode masque de fusion, qui nous permet, comme son nom l'indique, d'éditer le masque de fusion en cours. On peut passer à l'affichage du masque si on le souhaite. On peut bien sûr modifier avec tous ces outils le masque de fusion en cours. Toujours, on peut basculer à chaque fois, hein, évidemment. Mais si je décide qu'en fait ça m'intéressait pas trop et que je veux repartir sur un masque de luminance, je peux le faire ici. Et je me retrouve maintenant avec mon masque de fusion changé, mais je peux encore décider de changer d'avis, de le placer que sur un clair 2, ou sur un sombre 5, un ton moyen, on s'en fiche, hein, donc je vais laisser ça sur un clair 1, mais c'est plutôt pas mal. On a également à noter le retour du mode de Up, qui était évidemment hérité comme le mode masque de fusion, hein, du Rapid Mask. D'après mes petites notes, il ne me reste plus que 2 points de nouveautés à vous exposer. La première est donc ici. Il s'agit de la section Actions bonus, qui pour l'instant ne compte que 4 actions, mais qui à l'avenir en intégrera d'autres, c'est pour ça qu'il a de la place, etc. Il s'agit d'un espace pour intégrer les techniques de différents photographes. Je ne vais pas développer plus pour l'instant, mais vous invite à essayer ces 4 nouvelles actions. Le dernier point que je dois vous montrer, c'est ces 8 boutons qu'il y a en bas du multimasque. Vous m'avez peut-être vu en utiliser un ou deux pendant cette démonstration. Il s'agit tout simplement de raccourcis permanents vers les calques de réglage les plus utilisés généralement. Si par exemple je veux rapidement faire un filtre photo, je viens ici, filtre photo, je règle ce que j'ai besoin de régler, et voilà. Sauf oubli de ma part, voici qui boucle cette présentation des nouveautés de ce TK8. J'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Tony a passé un temps colossal à le développer et à le rendre plus convivial. J'ai moi-même passé un temps considérable à le tester et à le traduire pour vous. Je vous souhaite donc une excellente découverte de TK8. Je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de faire davantage de vidéos pour vous présenter plus en profondeur des fonctions, puisqu'aujourd'hui, il ne s'agissait vraiment qu'une présentation des nouveautés. Je vous rappelle aussi que je suis disponible pour des cours et workshops à distance au sujet de TK, mais aussi pour du post-traitement en général. N'hésitez donc pas à me contacter si ça vous intéresse. Je vous laisse, comme à mon habitude, sur ces quelques mots de Tony Kaper. Meilleurs vœux de belles lumières.